Écrivain, philosophe, cinéaste, romancier, journaliste, grand reporter, on pourrait dire. Il arrive de Lesbos. Quand je dis il arrive, c'était avant le confinement, bien sûr. Il vient de publier un pamphlet qui s'appelle « Ce virus qui rend fou » chez Grasset. Et ça se lit. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonsoir pour vous, bonjour pour nous. Bonjour. Ça se lit très bien parce qu'on sent que votre moteur, c'était vraiment la colère. D'habitude, aux invités à qui je parle, je demande la première question, comment vous avez vécu le confinement? Bien, vous, c'est clair, vous n'avez pas bien vécu ça, puis vous avez trouvé ça difficile, puis vous êtes en colère. Expliquez-nous pourquoi vous trouvez qu'on en a trop fait. Je ne dis pas qu'on en a trop fait. Je dis que la maladie était déjà, et elle est déjà assez grave, on n'était pas obligé d'en rajouter. On n'était pas obligé de nous raconter des conneries sur le fait que les enfants étaient les principaux vecteurs de la maladie. On n'était pas obligé de nous infliger, à longueur de journaux télévisés, des médecins qui se contredisaient d'un jour à l'autre. On n'était pas obligé de laisser nos vieux, lorsqu'ils mouraient, avoir droit à des enterrements de chiens. On n'était pas obligé d'avoir cette épidémie de bêtises, de gens qui nous racontaient que le confinement avait une grâce extraordinaire qui était de se retrouver soi-même et que la relation éthique la plus fondamentale, c'était la relation de soi avec soi. Alors que la relation éthique la plus fondamentale, c'est la relation de soi avec autrui, avec l'autre, avec le frère lointain. On n'était pas obligé d'ajouter à la maladie la connerie et la folie. Bon. Voilà il y a plusieurs choses. Vous venez de raconter plusieurs choses, dont une qui est la plus douloureuse, la plus grave. C'est ces gens, chez vous, c'est les EHPAD, nous, c'est les CHSLD, des résidences pour personnes âgées. Il y a eu des drames, il y a eu des scènes d'horreur. Des gens sont morts seuls, sans accompagnement, effectivement, parce qu'on ne laissait plus rentrer des gens. Mais est-ce qu'on avait vraiment le choix, Bernard-Henri Lévy? Est-ce que, parce qu'on est parti, le point de départ, c'est que le moins de gens meurent possible. Alors on s'est dit, on va tenter, par toutes ces mesures-là, de protéger le plus de vies possible. C'est un objectif qui est noble, non? L'objectif est noble et c'est même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a cet objectif-là. Mais il faut être capable de compter jusqu'à 2 ou jusqu'à 3. On peut aussi mourir de chagrin. Et c'est ce qui est arrivé à de nombreux vieux. Ils sont morts de chagrin, ils sont morts de solitude. On peut aussi, lorsqu'on est mort, ne pas être enterré dans un sac plastique avec des adieux sur WhatsApp. En tout cas en France, et je crois que c'était le cas aussi aux États-Unis et au Canada, c'est la première fois dans l'histoire des humains qu'on traite comme ça les inhumations. Inhumation, il y a humus et il y a homo, il y a le sol et il y a l'homme. C'est un rite essentiel, c'est un moment fondamental dans la vie d'un humain, de sa parentèle, de ses proches. On a jeté tout ça par-dessus bord, on n'était pas obligé. Et puis, sauver des vies, oui, mais compter jusqu'à 3, ça veut dire sauver la vie de son cas, sauver la vie des villes prospères, oui, de Montréal, de Paris, c'est très bien. Mais ça voulait dire aussi savoir ce que l'arrêt des économies, leur mise en coma et en carême auto-infligé impliquait au bout de la chaîne du monde, chez les plus démunis. Moi, je peux vous dire que j'étais au Bangladesh juste au moment du confinement et j'ai pu mesurer concrètement ce que le confinement mondial va coûter en vies humaines. Mais justement, mais quand vous dites ça, parce que vous le dites beaucoup dans votre livre, puis il y a beaucoup de choses tout à fait vraies, mais quand vous dites ça, vous donnez de l'eau au moulin aux Bolsonaro de la planète, aux gens qui disent... Non. Il ne faut pas stopper... À M. Trump qui dit qu'il ne faut pas stopper l'économie. Ben oui, d'une certaine façon. Non, parce que Bolsonaro et Trump, il y a 2 différences majeures. La première, c'est qu'ils se moquent éperdument des morts. Alors que moi, je veux qu'il y en ait le moins possible. Et je pense que l'objectif aujourd'hui d'un humaniste, c'est de sauver les vies, toutes les vies et le maximum de vies, premièrement. Et deuxièmement, ce que disent les 2 que vous venez de citer, c'est qu'il faut se renfermer, qu'il faut ériger des frontières, qu'il faut chasser des étrangers, qu'il faut foutre les Mexicains dehors. Moi, ce que je regrette, c'est au contraire cet adieu au monde dont la crise du Covid a aussi été l'occasion. L'adieu au monde, c'est-à-dire on ferme la porte et on jette la clé. Moi, c'est ça que je regrette. Et là, de ce point de vue-là, pardon, mais Trump ou bien, et les souverainistes français, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Oui, d'ailleurs, il y a un passage à la fin vraiment très efficace où vous dites
vous faites la nomenclature de toutes ces crises dont on ne parle plus, de gens dont on ne parle plus, parce qu'effectivement, et vous dites d'ailleurs que l'emballement collectif aggravé par les chaînes d'infos, moi j'étais 5 heures en ondes tous les jours. Alors je peux vous dire, vous avez raison là-dessus, on n'a pas beaucoup parlé d'autre chose. Puis peut-être on aurait pu un peu plus parler d'autre chose. Moi j'étais pour le confinement parce que je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais je pense que les télévisions canadiennes ou françaises pouvaient aussi, en même temps qu'on confinait, d'abord ne pas terroriser les populations. On n'était pas obligé de nous terroriser pour nous contraindre à penser que cette maladie était grave, mais surtout... Mais elle est grave, Bernard-Henri Lévy, non? Mais bien sûr qu'elle est grave, mais naturellement qu'elle est grave. Elle est gravissime, mais d'abord, elle n'est pas sans précédent. Hein. Il y a eu, on nous a dit, une pandémie sans précédent, c'est pas vrai. En 69, en 58, pour ne même pas parler de la grippe espagnole, il y a eu des pandémies et des virus plus méchants encore que celui-là. 1. 2. La mondialisation va permettre cette fois-ci de s'en sortir plus vite que les fois précédentes, parce que production des masques, parce que production des vaccins. J'entendais avant mon passage votre reporter ou votre commentatrice qui faisait un état de la recherche. Ça, c'est à mettre au crédit de la mondialisation. Donc, maladie grave, bien sûr, que nous avons le moyen de combattre. Mais troisièmement, on n'était pas obligé pendant ce temps-là de faire comme si il ne se passait plus rien au Yémen, comme si on arrêtait de torturer en Syrie, comme s'il n'y avait plus de faim, de famine dans le monde, comme si Poutine avait arrêté son agression contre l'Ukraine. On pouvait, nom d'un chien, je ne sais pas, consacrer dans les journaux télévisés peut-être une petite partie, un quart, quelques minutes. Oui, là-dessus, c'est une réflexion intéressante. Là où vraiment vous marquez des points, en tout cas pour moi, c'est quand vous êtes agacé par tous ces gens qui ont dit c'est une occasion en or, c'est une punition, on allait dans le mur avec le libéralisme, la mondialisation, et que le virus nous donne l'occasion de refaire un monde extraordinaire, des licornes, puis vous dites les gens voyaient des daims se promener sur les Champs-Élysées. Cette espèce de vision un peu utopique, vous dites, c'est pas comme ça qu'on va améliorer le monde. Il y a deux choses. D'abord, occasion. Le mot même d'occasion est ignoble. Quand il y a des morts, c'est pas une occasion. C'est pas une épidémie, une tragédie. C'est pas une occasion à saisir par des idéologues qui veulent nous fourguer leur camelote. Numéro 1. Numéro 2. Derrière les gens qui s'émerveillaient d'un daim qui traversait les Champs-Élysées ou d'une mésange à la fenêtre du voisin à Montréal, derrière ce discours-là, il y avait quand même, pardonnez-moi, mais il y avait l'idée qu'il y a trop d'hommes dans les villes. Il y avait l'idée qu'il y a quelque chose de viral dans l'humanité et que peut-être il y a le virus, mais que l'homme aussi, à sa manière, est une sorte de virus. Non. Moi, j'ai trouvé ces villes vides, je les ai trouvées atroces. Une ville vide, c'est une ville morte. Et une ville morte, elle sent pas bon. Et je n'ai pas aimé le discours de ceux qui nous ont dit « Je n'ai jamais aussi bien respiré que dans ces villes où planait une torpeur et un silence de miradors et de cimetières. » Voilà à quoi a ressemblé en tout cas Paris. Oui. Et je n'ai pas aimé qu'on se réjouisse de ça. En revanche, je vous le répète, le confinement, il fallait évidemment en passer par là, mais sans l'accompagner de ces espèces de réjouissances pénitentielles, sans venir nous dire qu'on était en train de payer pour nos fautes et qu'on était en train d'être châtiés par là où nous avions fauté. Ça, c'était en France du pétainisme. Alors, la suite, vous dites, d'ailleurs, vous êtes allé au camp de Lesbos pour Paris Match. La suite, comment vous voyez la suite des choses? Vous dites que le confinement était nécessaire, là, on déconfine un peu partout. Vous souhaitez quoi? Reprendre vos combats pour changer petit à petit ce monde-là? Pas de magie, quoi. Mais moi, le monde d'après, je n'ai pas attendu la pandémie pour m'en soucier. Moi, ça fait 50 ans que je ne pense qu'au monde d'après. C'est-à-dire le monde d'aujourd'hui amélioré, le monde d'aujourd'hui réparé. Je pense qu'à ça, j'ai passé ma vie. Donc moi, j'espère que le monde d'après, c'est en effet le monde d'avant, en mieux, en toujours mieux, tous les jours. Voilà. Mais certainement pas
considérer les Canadiens ou des Français comme des rats de laboratoire sur lesquels on va faire des expériences et qu'on va transformer sur une sorte de table rase en agent d'une nouvelle société sortie du cerveau fertile de quelques savants. Le temps passe trop vite, mais je vais quand même montrer... Bernard Lévy, le temps passe trop vite. Je vais quand même montrer, puis je vais remontrer votre livre après, les images. Vous avez serré la main sur le plateau de Ruquier, qui a été très gentil avec vous. Ruquier, vous avez serré la main. Pour vous, c'est un acte de résistance, mais est-ce que c'est pas le contraire d'être responsable actuellement que de serrer la main aux gens? Écoutez. D'abord, serrer la main, c'est un geste de fraternité, de solidarité, c'est un geste républicain. Oui. Deuxièmement, sur le plateau de France 2, les gels hydroalcooliques sont rois. Avant et après le passage de chaque invité, tout est nettoyé. Voilà. Et troisièmement, c'était même pas un acte de résistance. Je l'ai fait par automatisme. Parce que c'est vrai que pour moi, l'humanité, c'est pas les masques, c'est pas les gestes barrières, et ça fait 50 ans que je me bats contre la distanciation sociale. Je hais la distanciation sociale. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à la pratiquer ou à la célébrer. La pratiquer, oui, mais la célébrer, Bernard non. Lévy, ça va être la publicité qui va me couper. Remontrons le livre, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Le virus qui rend fou, chez Grasset. Vraiment, j'invite les gens à le lire parce qu'il y a matière à réflexion aussi. C'est une dérive des droits. Est-ce que les gens ne font pas un échange trop facile, des fois, en laissant aller les droits? Est-ce qu'on n'est pas trop docile ou responsable? Bref, il y a matière à réflexion, à débat. C'est intéressant. C'est pour ça qu'on vous lit. Merci, Bernard-Henri Lévy. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.